Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire organisé par le service juridique de la CCI Alsace-Lorraine Métropole qui porte aujourd'hui sur l'impact de la Covid-19 sur le droit des sociétés. Donc, ce webinaire sera animé par ma collègue Anne-Valérie Darandagé, juriste, et par moi-même. Et il sera également en replay sur le site de la CCI Alsace-Lorraine Métropole. Donc, pour ceux qui n'auront pas vu la totalité ou qui souhaitent le revoir, bien sûr, il sera en accès libre. Pour les questions, on vous propose de nous les inscrire sur la conversation et puis on les reprendra à la fin de l'intervention pour essayer d'y répondre. Si nous n'avons pas la réponse immédiatement, vous pourrez écrire un mail sur la boîte mail juridique@alsace.cci.fr que je vous mettrai aussi en fin d'intervention pour que nous puissions traiter votre question individuelle par mail ou par téléphone par la suite. Donc, nous allons démarrer l'intervention. Donc, la crise sanitaire liée donc, à l'épidémie de Covid-19 complique cette année la tenue des assemblées générales et des conseils d'administration, ainsi que de tous les organes collégiaux, et en particulier ceux liés à l'approbation des comptes. Donc, pour pallier à ces difficultés, le gouvernement a pris des mesures permettant de garantir la continuité de l'activité économique. Parmi ces mesures, des mesures exceptionnelles ont été prises afin d'adapter les règles en vigueur à la situation de la crise sanitaire. Il n'est pas prévu ce matin que nous abordions les questions purement comptables. Donc, nous allons vraiment nous limiter aux droits des sociétés. Alors, juste en préambule, un petit rappel des règles en principe en droit des sociétés pour la tenue des assemblées et des réunions des organes collégiaux. Alors, s'agissant de l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, donc le Code de commerce impose l'organisation d'une assemblée dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes et l'accomplissement des formalités de dépôt des comptes dans le mois qui suit la tenue des assemblées. L'objet de cette assemblée est de donner le quitus de gestion aux dirigeants, d'approuver les comptes de l'année écoulée, mais également de décider de l'affectation du bénéfice. Il s'agit donc d'un moment important dans la vie des sociétés et attendu par les associés et les actionnaires qui auront accès alors à toutes les informations nécessaires à la prise de décision et à la bonne tenue de l'Assemblée. Un petit récapitulatif des délais et des actes à accomplir. Un mois avant la convocation de l'Assemblée, si le commissaire aux comptes est requis, le gérant ou le dirigeant en tout cas doit établir le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels et les mettre à la disposition du commissaire aux comptes au siège de la société. 15 jours avant la date de l'Assemblée, s'il n'y a pas de commissaire aux comptes requis, le gérant devra à ce moment-là établir le rapport de gestion, l'inventaire, les comptes annuels, les mettre à la disposition des associés et des actionnaires au siège social de la société. Si le commissaire aux comptes est requis, ça sera à lui donc de remettre le rapport général sur les comptes annuels et le rapport spécial sur les conventions réglementées. Dans les deux cas, commissaire aux comptes ou pas, il faudra convoquer l'Assemblée générale qui va être appelée à statuer sur les comptes annuels et envoyer aux associés et ou aux actionnaires les comptes annuels, le rapport de gestion, les textes des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes. 6 mois après la clôture des comptes se tiendra donc l'Assemblée générale. Un mois après la tenue de cette Assemblée générale, il faudra déposer les comptes. Et 9 mois après la clôture des comptes, non pas de l'Assemblée générale, il faudra mettre en paiement les dividendes. Mais cette assemblée est souvent l'occasion aussi de la combiner avec une assemblée extraordinaire pour une modification, par exemple, des statuts ou de prendre des décisions relatives aux représentants légaux, par exemple. La Covid est apparue en France en février avec un confinement mi-mars. Les sociétés ayant opté le plus fréquemment pour un exercice social adossé à l'exercice fiscal, soit sur l'année civile, l'Assemblée générale doit souvent se tenir entre janvier et juin. Les délais de réalisation des comptes, les modalités d'information des associés, les convocations et la tenue en elle-même de l'Assemblée n'ont donc pas pu être respectées et réalisées dans les conditions prévues par la loi et les statuts cette année. Mais au-delà de l'Assemblée générale d'approbation des comptes, c'est la gouvernance des sociétés d'une manière globale qui doit être envisagée.
En effet, qu'il s'agisse de prise de décision ou de l'organisation des réunions des organes collégiaux, les statuts, en complément des dispositions légales et réglementaires, stipulent des règles strictes qui s'imposent aux dirigeants, aux associés et aux actionnaires. Donc, quelles sont en fait les solutions qui ont été apportées par le gouvernement et le législateur pour permettre quand même aux dirigeants de société de prendre des décisions inhérentes à la vie d'une société et encore plus nécessaires en période de crise? Donc, un certain nombre de règles ont été adoptées afin d'adapter la tenue des réunions, de permettre la tenue de ces réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance, de direction, ainsi que des assemblées, face à cette crise qui n'a pas permis que ces réunions se tiennent correctement. Donc, il y a eu 3 ordonnances qui ont été prises le même jour, le 25 mars 2020. Et qui nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ces 3 ordonnances sont les suivantes. Il y a eu l'ordonnance 2020-318 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales sont tenues de déposer. Ensuite, la deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance 2020-321, qui porte adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants. Donc, ces 2 ordonnances ont pour but de faciliter la tenue des assemblées et de faciliter le processus d'approbation des comptes. Une 3e ordonnance du même jour, donc du 25 mars 2020-306, contient différentes dispositions concernant la prorogation des délais échus. Donc, ces 3 ordonnances qui sont fondamentales pour ce sujet-là ont été complétées par un décret le 10 avril 2020, un décret d'application. Nous allons voir maintenant plus concrètement les différentes mesures qui ont été prises. Alors, sur quelle période ces mesures de simplification et d'adaptation sont-elles applicables? Alors, la période pendant laquelle ces mesures de simplification sont applicables, c'est pour toutes les réunions qui doivent se tenir entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020. Donc, pour toutes les réunions de tous les organes collégiaux, d'administration, de surveillance, de directoire, de comité de direction, des assemblées générales, donc toutes ces réunions qui doivent se tenir entre le 12 mars et le 31 juillet, bénéficient donc de ces mesures d'adaptation et de simplification. Quelles sont les personnes et les entités visées par ces mesures? Alors, la liste des personnes qui sont visées par ces mesures est extrêmement large. Donc, il y a tout d'abord, évidemment, toutes les sociétés commerciales. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, mais également toutes les sociétés civiles, les sociétés en participation, tous les groupements, les GIE, les associations, les fondations, tous les instituts de prévoyance, de mutuelles, également les CSE. Donc, la liste est extrêmement longue pour permettre à tous ces organismes-là de pouvoir continuer à fonctionner normalement et que la vie de la société puisse continuer à se faire malgré cette crise sanitaire. Et quels sont les types de décisions qui sont concernées? Alors, tout type de décisions sont concernées. Donc là aussi, les choses sont vues de manière extrêmement large. Les assouplissements de ces règles sont prévus pour toute décision, donc non seulement pour les décisions d'approbation des comptes, mais pour toute autre décision qui doivent être prises donc dans les délais qu'on vient de voir. Merci. Peux-tu nous préciser maintenant quelles sont les règles applicables aux organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction? Et que se passe-t-il finalement en l'absence de dispositions particulières dans les statuts? Alors, pour tout ce qui est, si tu peux juste mettre la diapo suivante, voilà. Pour toutes les décisions qui doivent être prises par ces organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction, donc les mesures d'assouplissement permettent donc à toutes ces réunions de ne pas se tenir en présence physique des membres de ces organes. Et donc, s'il n'y a pas présence physique, les réunions peuvent se faire par 2 biais.
la dématérialisation des organes par le biais donc, de réunions qui se tiennent à distance, et par ailleurs la possibilité de prendre des décisions par consultation écrite. Donc, on va commencer par étudier un petit peu la tenue des réunions donc, à distance. Donc, comme le disait Élise, les statuts prévoient, dans toute société, donc les statuts prévoient différentes manières d'organiser la tenue des réunions et des assemblées, les modalités de tenue. Et donc, il peut y avoir donc, dans les statuts des dispositions qui soit prévoient donc la possibilité de tenir à distance ces réunions, soit l'interdisent ou l'encadrent en prévoyant un certain nombre de conditions. Toutes ces dispositions qui sont prévues dans les statuts ne sont pas applicables pendant le temps d'application de ces ordonnances. Cela veut dire que vous pouvez tenir des réunions à distance en faisant fi de tout ce qui peut figurer dans les statuts de votre société. Donc, ça va être le cas donc, pour les tenues à distance. Donc là, on parle de dématérialisation des organes. Alors, par contre, les moyens techniques doivent quand même respecter certaines normes. Les moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent permettre l'identification des membres des organes collégiaux et garantir leur participation effective. Alors pourquoi? Parce que les membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Donc il est très important que les moyens techniques permettent effectivement de garantir la participation effective des membres. Donc ces moyens doivent transmettre au moins le son de la voix des participants et donc satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ça veut dire qu'il faut aussi faire attention pendant la tenue de l'assemblée à distance, pardon, pas de l'assemblée, mais de la réunion de l'organe collégial, par exemple un conseil d'administration. Pendant la tenue de cette réunion, il faut que tous les membres, de manière constante pendant la réunion, aient une retransmission de la réunion. Donc il va falloir faire attention à ça, puisque le quorum doit être respecté quoi qu'il arrive pendant toute la durée de cette réunion tenue à distance et les conditions de majorité doivent aussi être remplies pendant toute la durée de cette réunion tenue à distance. Donc les moyens techniques sont très importants à respecter. Il existe un certain nombre de solutions en ligne qui sont proposées pour une dématérialisation complète de ces réunions. Et tout ça, c'est encore plus développé depuis la crise du Covid. Donc, vous trouvez vraiment toute solution possible pour une dématérialisation et une tenue à distance de vos réunions. Alors, à côté de ces réunions qui peuvent se tenir à distance, on peut aussi choisir une consultation écrite. Donc, la consultation écrite, ce sont les mêmes conditions donc, qui vont s'appliquer, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de ce qui figure dans les statuts, on ne tient pas compte des dispositions qui sont prévues quant à l'utilisation de cette consultation écrite. Et donc, on peut décider de faire une consultation écrite dans tous les cas. Et donc, pour avoir recours à ces consultations écrites pour la tenue des réunions, donc il faut que les conditions assurant la collégialité de la délibération soient remplies. Donc, en pratique, le président adresse, par exemple, à chaque administrateur, le texte des résolutions proposées, un formulaire de vote par correspondance, tous les documents d'information nécessaires et prévus, et ainsi que les informer sur le délai qu'a chaque membre pour pouvoir voter. Ça, c'est la consultation écrite. Donc, dans les deux cas, que ce soit la consultation écrite ou la tenue de la réunion à distance, donc je rappelle, toute décision peut être prise dans ces deux formes-là pendant toute la durée d'application des ordonnances. Il faut faire très attention par ailleurs, malgré tout, à la convocation de ces réunions. Hein. Il faut bien que soient précisées dans la convocation les conditions de tenue de la réunion et que toutes les précisions soient bien indiquées pour qu'il n'y ait pas de problème ni de litige avec les membres du Conseil, ni de problème non plus pour le calcul du quorum et de la majorité. Donc ça, ce sont les dispositions
qui sont prévues donc pour la tenue des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction. Donc, deux moyens extrêmement souples qui permettent de continuer à exercer la vie de la société, de prendre les décisions qu'il convient pour ces organes-là. Alors, à côté de ça, il y a également les règles spécifiques qui sont prévues pour la tenue des assemblées générales. Donc là, c'est ma collègue Élise Furès qui va donc se charger de vous expliquer les règles spécifiques pour les tenues des assemblées générales. Alors, on a beaucoup parlé, enfin, une notion a été mise en avant en droit des sociétés pendant cette période de pandémie, qui est la notion de huis clos. Alors, cette notion s'applique aux règles de tenue des assemblées. Élise, tu peux juste passer la diapo suivante? Ah, pardon. Voilà. Donc, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de tenue des assemblées en huis clos? Donc, une assemblée à huis clos est une assemblée tenue sans que les membres de l'assemblée, actionnaires, associés, membres pour des associations par exemple, n'assistent à la séance en y étant présents physiquement. Dans ce cas, les membres de l'assemblée participent et votent selon les autres modalités prévues par la loi et, le cas échéant, les statuts de la société. Mais une condition doit être satisfaite pour pouvoir organiser une assemblée à huis clos en cette période. La condition, c'est que le lieu où il est prévu que l'assemblée se tienne, en principe, doit être affecté par une mesure administrative qui limite ou qui interdit les rassemblements de personnes pour des motifs sanitaires. Pour déterminer si cette condition est satisfaite, il faut se placer lors de deux dates. La première date, c'est la date de convocation, de l'envoi de la convocation pour les actionnaires et les associés. Si à la date à laquelle l'assemblée est convoquée, le lieu où celle-ci doit se tenir est affecté par une mesure administrative, l'organe compétent peut décider alors qu'elle se tiendra à huis clos. Peu importe que cette mesure soit ensuite levée entre la date de convocation et la date de l'assemblée. Ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. On va vous expliquer pourquoi après. Il est donc possible d'anticiper les règles qui seront applicables à cette assemblée. Si, après que l'organe compétent a décidé de tenir l'assemblée à huis clos, la mesure administrative ayant justifié cette décision est levée, l'organe compétent demeure libre alors de décider que l'assemblée se tiendra dans les conditions normales, c'est-à-dire physiquement, sous réserve bien sûr toujours d'en informer les membres de l'assemblée dans les conditions qui sont prévues par la loi et le règlement et telles qu'elles sont aménagées par l'ordonnance 2020-321 et le décret 2020-418 dont on vous a parlé en début d'intervention. L'autre date à retenir est celle de la réunion à proprement parler. Ainsi, une assemblée qui aurait été convoquée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance et qui se tiendrait après pourrait se tenir à huis clos, sous réserve de remplir les autres conditions prévues par l'ordonnance, notamment les conditions qui concernent les informations des actionnaires ou des associés. Lorsque l'Assemblée se tient à huis clos et que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'Assemblée ou les statuts prévoient l'établissement d'un procès-verbal, le procès-verbal, ça c'est quelque chose de très important, doit mentionner et préciser la nature de la mesure administrative qui a obligé la tenue en huis clos. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau texte qui est le décret du 21 juin 2020-759 qui a été publié le 22 juin au Journal officiel et qui spécifie que les rassemblements de plus de 10 personnes lorsqu'il s'agit d'un motif professionnel sont autorisés, sous réserve de respecter les règles de distanciation d'1 mètre minimum entre chaque personne, et quand on ne peut pas respecter ces règles de distanciation, de prévoir que le masque sera obligatoire, ainsi que les règles d'hygiène classiques, de nettoyage des mains, désinfecter les mains, etc. Du coup, ça remet en cause un peu la possibilité d'organiser ces assemblées en huis clos aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus considérer, en tout cas, que le lieu où devrait se tenir l'assemblée soit concerné par une mesure administrative qui ne permette pas la tenue de cette assemblée.
puisqu'on autorise aujourd'hui les rassemblements de plus de 10 personnes pour des motifs professionnels. Donc aujourd'hui, il faut vraiment regarder quand est partie cette convocation finalement. Si vous avez envoyé la convocation avant ce décret du 21 juin, à ce moment-là, vous pouvez maintenir l'Assemblée en huis clos, puisque même si la décision administrative est levée, quand la convocation a été envoyée avant la levée de cette mesure administrative, le huis clos est toujours possible. Si par contre vous n'avez toujours pas convoqué, pas encore organisé l'Assemblée, vous n'avez pas lancé, on peut s'interroger sur la possibilité d'organiser cette Assemblée en huis clos ou pas. Puisqu'aujourd'hui, comme les conditions sont assouplies, en tout cas pour le moment, voilà, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain, mais en tout cas, à la date d'aujourd'hui, les conditions de rassemblement sont assouplies et la tenue de l'Assemblée pourrait se faire dans une salle en présence physique des associés ou des actionnaires. Alors, si néanmoins, vous maintenez l'Assemblée en huis clos, qui prend la décision de tenir une Assemblée à huis clos? La décision d'organiser l'Assemblée à huis clos est prise par l'organe compétent pour convoquer l'Assemblée. Donc, il peut s'agir par exemple du gérant dans une SARL, du conseil d'administration du directoire dans une société anonyme, de l'organe désigné à cet effet dans les statuts d'une société par action simplifiée. Cet organe peut aussi déléguer sa compétence pour convoquer l'Assemblée ou décider du huis clos par une délégation qui doit être réalisée par écrit, soit sur un support papier, soit par mail, par voie électronique, mais qui doit préciser en tout cas l'identité et la qualité du délégataire. Alors, comment les membres de l'Assemblée qui se tient à huis clos peuvent-ils participer et voter? Eh bien là, on va reprendre toutes les techniques qui vous ont été présentées par Anne-Valérie pour les réunions des organes collégiaux. Finalement, ce sont exactement les mêmes procédés qui peuvent être utilisés. Donc, on peut utiliser la conférence téléphonique ou audiovisuelle. Donc, c'est une vraie alternative à la présence physique des membres et ça doit être privilégié. Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des sociétés et à l'ensemble des assemblées. Il peut être exceptionnellement mis en œuvre, même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s'y opposent, mais seulement si on est dans le cas où le lieu prévu pour l'Assemblée ne peut pas permettre le respect des règles sanitaires. Aujourd'hui, en raison du décret du 21 juin. Ces moyens techniques doivent remplir certaines conditions. Ils doivent permettre l'identification des membres de l'Assemblée, transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des débats. Alors, cette possibilité est plus facile à mettre en œuvre quand le nombre de membres est restreint, ce qui facilite l'identification des membres. Plus on est nombreux, moins il est aisé par les outils, même par exemple comme Teams, de pouvoir identifier les membres présents. Mais d'autres modes de participation peuvent également être mis en œuvre dans les conditions prévues par les textes propres à chaque société. Il s'agit du vote électronique notamment, qui peut être utilisé pour les assemblées générales de sociétés à responsabilité limitée et certaines sociétés par action, comme les sociétés anonymes, même si une clause statutaire ne le prévoit pas expressément. Néanmoins, la mise en œuvre du vote électronique nécessite des outils techniques qui sont spécifiques, avec un site internet notamment dédié, et qui peuvent entraîner un certain coût. Donc, il faut voir aussi si c'est réalisable selon la taille de la société. Il s'agit également de la consultation écrite. Donc, les conditions pour y recourir sont également assouplies. Il n'est plus nécessaire que les statuts la prévoient et elle peut être mise en œuvre quel que soit l'ordre du jour de l'Assemblée, y compris pour les décisions relatives aux comptes, qui, en dehors de cette période, ne devrait pas être possible pour l'approbation des comptes dans une SARL. Donc, les textes cités au début ont permis cet assouplissement. Alors, l'application de ces autres modes de participation doit se faire dans le respect toujours de l'ensemble des autres règles applicables aux assemblées, en particulier celles qui concernent l'information des membres et le droit de ces derniers. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'Assemblée ou les statuts prévoient l'établissement d'un procès-verbal,
Celui-ci doit mentionner le mode de participation utilisé, en particulier s'il s'agit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou d'une consultation écrite. Donc, le procès-verbal doit mentionner le fait que le lieu ne peut pas être utilisé en raison des règles sanitaires et également mentionner le mode de participation utilisé. Donc, encore une fois, nous vous recommandons de soigner vraiment les convocations des membres à l'Assemblée et de préciser autant que possible les modalités de participation afin d'avoir un quorum suffisant. Alors, voyons à présent la prorogation des délais d'approbation des comptes. Alors, parmi les autres mesures qui ont été prises pour permettre donc la continuité de la vie de la société, il y a donc la prorogation des 3 mois des délais pour l'approbation des comptes. C'est particulièrement important, comme l'a dit ma collègue, puisqu'il y a beaucoup d'approbation des comptes à faire en début d'année, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui clôturent au 31 décembre, avec donc une obligation normalement d'approuver les comptes au 30 juin. Donc, toutes les sociétés, en fait, tout type de société est concerné par cette mesure et par cette possibilité, au lieu de 3 mois, le délai pour approuver les comptes. Par contre, dans tous ces types de sociétés, il faut que ces sociétés clôturent les comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020. Donc concrètement, vont être concernées toutes les sociétés qui clôturent entre le 30 septembre et le 31 juillet 2020, puisqu'on n'a pas de date de clôture en cours de mois. Donc, ce qu'il faut savoir également, pour que cette prorogation des 3 mois puisse être possible, il ne faut évidemment pas que les comptes aient pu être approuvés avant le 12 mars 2020 et il ne faut pas non plus que si la société a un commissaire aux comptes, que le commissaire aux comptes ait pu établir son rapport d'audit des comptes au 12 mars 2020. Donc ça, ce sont les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prorogation de 3 mois des délais pour approuver les comptes. Et qui dit prorogation donc, des délais pour approuver des comptes, dit aussi prorogation pour le dépôt des comptes, puisque normalement, dans la foulée de l'approbation des comptes, il convient de déposer les comptes. Et donc, le délai pour déposer les comptes de la société est aussi reporté de 3 mois. Donc, prenons des exemples. La société qui a clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 a donc normalement jusqu'au 30 juin 2020 pour clôturer ses comptes. Si cette société décide de bénéficier de cette prorogation de 3 mois pour approuver les comptes, elle a donc jusqu'au 30 septembre 2020 pour approuver les comptes et tenir donc l'Assemblée générale. Donc une société qui va clôturer ses comptes là maintenant au 30 juin 2020 a donc jusqu'au 31 mars 2020 pour approuver les comptes au lieu du 31 décembre. Et donc les derniers comptes qui peuvent bénéficier de cette prorogation de 3 mois, ce sont les comptes clos au 31 juillet 2020, où là, la société aura donc la possibilité de reporter l'approbation des comptes de cette société jusqu'au 30 avril 2021. Donc, cette mesure va s'appliquer encore pendant plusieurs mois. Ce qu'il faut dire, ce qui est très important, c'est que cette prorogation de 3 mois des délais d'approbation des comptes est une mesure qui est facultative. Donc, il n'y a aucune obligation pour une société d'utiliser cette possibilité-là et de reporter la décision d'approbation des comptes à 3 mois. Vous pouvez très bien appliquer les délais normaux, habituels, pour approuver les comptes. Alors, il va vraiment falloir, au cas par cas, je dirais, si les comptes ont pu être établis, voir s'il est judicieux ou non de bénéficier donc de ce report de 3 mois pour approuver les comptes. Comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, donc l'approbation des comptes est souvent l'occasion de prendre un certain nombre de décisions sur la vie de la société. À l'heure actuelle, encore davantage, je pense, puisque beaucoup de sociétés se retrouvent en difficulté et ont peut-être besoin de prendre des décisions
notamment par rapport à l'affectation du résultat, par rapport à des décisions à prendre sur la continuation et la continuité de la société. Donc, attendre 3 mois de plus pour prendre ces décisions, ce n'est pas forcément judicieux. Donc, il va vraiment falloir voir au cas par cas s'il est intéressant ou pas de profiter de cette prorogation de 3 mois. Alors, dans certains cas, ça va être obligatoire parce que tous les documents n'ont pas pu être établis dans les délais. Mais si les documents ont pu être établis dans les délais, voilà, il faut vraiment réfléchir à la nécessité, oui ou non, d'utiliser cette prorogation. Sont concernés évidemment tous les renouvellements de mandat qui peuvent se faire donc, lors de l'approbation des comptes, toutes les questions urgentes qui peuvent devoir être prises, la rémunération des dirigeants, et puis comme dit aussi peut-être l'affectation du résultat qui va avoir un impact d'autant plus si la société est en difficulté en raison de la crise la crise sanitaire. Donc, cette possibilité existe, mais bon, il faut vraiment réfléchir à l'application ou non à votre propre société de ce report pour approuver les comptes. On va passer à la diapo suivante. Donc, on voulait également vous indiquer une souplesse qui est apportée par l'administration fiscale pour l'enregistrement des documents. Donc, ça, c'est une mesure de tempérament qui est encore applicable jusqu'au 10 juillet 2020 et qui donc permet, quand vous avez des actes à faire enregistrer, de manière obligatoire ou de manière volontaire, vous avez des documents à faire enregistrer aux impôts, vous pouvez le faire jusqu'au 10 juillet par courriel. Vous envoyez votre acte par mail. S'il y a des droits à payer, vous pouvez faire un virement, enfin, vous devez faire un virement à l'administration fiscale. Et ce qui se passe, c'est que l'administration fiscale va vous retourner la première page de votre acte avec la mention de l'enregistrement. Et vous n'aurez pas besoin par la suite de déposer un original de l'acte enregistré. Donc ça peut être intéressant aussi comme mesure si vous avez besoin. Ça peut être le cas pour et notamment suite à une approbation de compte, on décide de faire une augmentation de capital. L'acte doit être enregistré. Ça peut être donc une solution qui permet de simplifier un petit peu la vie, de faire tout ça par courriel. Donc ça, on voulait vous en parler. Ensuite, on arrive déjà à la conclusion de ce webinaire. Alors cette conclusion, moi, je souhaite en fait que toutes ces mesures d'assouplissement qui ont été prévues pendant la crise sanitaire vous fassent réfléchir sur la manière dont vous allez tenir par la suite vos réunions et vos assemblées générales. De manière générale, cette crise sanitaire nous a obligés à travailler différemment, nous a obligés à réfléchir à d'autres manières de faire, avec du positif et du négatif, mais en tout cas un certain nombre de choses positives, notamment sur tout ce qui est dématérialisation des réunions. Je pense qu'on a tous jamais autant fait de réunions à distance que depuis la crise. On en a vu tous les bienfaits. Et comme le disait ma collègue, de manière générale, hors application de ces ordonnances, il faut se référer au statut de votre société pour savoir dans quelles conditions les tenues des réunions et des assemblées peuvent se faire. Et très souvent, les mentions qui figurent dans les statuts, ce ne sont pas les articles auxquels on prête le plus d'attention quand on crée une société. On va se concentrer beaucoup plus sur l'objet, sur les associés, le capital, les agréments et ce genre de choses, la direction de la société, etc. Les articles concernant la tenue et les modalités donc, de tenue des réunions et des assemblées, on n'y réfléchit souvent pas beaucoup. Et je pense que là, il faut vraiment… On m'entend pas bien? Ça va? Non. On m'entend plus? Oui? Oui, c'est bon là. C'est bon. On m'a entendu avant? Oui. Oui. Donc, je pense qu'il faut maintenant… ces ordonnances ne vont plus s'appliquer très longtemps. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, tant en termes de nouvelles vagues, de nouveaux virus, ou tout simplement une évolution dans la manière de travailler dans vos sociétés. Il faut, je pense, revoir
les dispositions qui figurent dans les statuts de votre société, analyser la manière dont c'est rédigé, qu'est-ce que les statuts aujourd'hui vous permettent de faire. Très souvent, honnêtement, dans les modèles de statut, tout ce qui est tenue de réunion de manière dématérialisée est rarement prévu. Les modalités de tenue, les modalités de consultation écrite sont souvent prévues, mais pas forcément très précises. Donc, il faut vraiment voir ce que les statuts vous obligent à faire ou vous interdisent de faire. Réfléchir à comment vous voyez l'évolution de la vie de votre société en termes d'organisation de réunions et peut-être envisager de faire une modification statutaire pour prévoir de nouvelles modalités de tenue de vos assemblées. Donc, notamment par rapport à notre avenir qui est malgré tout incertain, en tout cas pour les mois à venir, et les ordonnances, comme dit, ne vont pas rester appliquées très longtemps. Incertaine aussi par rapport à toutes les dispositions juridiques qui sont prises, on ne sait pas du tout ce qui sera pris à l'avenir, et puis par rapport à la manière dont vous voulez travailler dans votre société à l'avenir. Donc, nous, on peut vous aider au service juridique de la CCI, on peut vous aider à analyser les dispositions qui figurent dans vos statuts. On peut vous aider à trouver des clauses adaptées à votre situation. Quand j'entends adapter, certaines sociétés ont des associés qui peuvent habiter loin. Certaines sociétés ont beaucoup d'associés, d'autres très peu. Donc voilà, en fonction des circonstances de chacune de vos sociétés, on peut vous aider à trouver des modalités, une manière de rédiger vos statuts qui vous permettra par la suite, dans les mois et les années à venir, de profiter, je dirais, de toutes les nouvelles technologies, de toutes les nouvelles possibilités qui vont vous éviter de parvenir, dans certains cas, à des blocages et des impossibilités de prise de décision si de nouvelles circonstances exceptionnelles se présentent à nous. Donc voilà ce qu'on peut vous conseiller, et donc le service juridique de la CCI est à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer vos statuts et nous on va pouvoir les analyser, on peut voir ensemble ce qui est prévu, on vous l'explique, on voit ensemble quelles sont les nouvelles possibilités pour vous pour modifier les statuts. Donc voilà, Élise, je te laisse peut-être finir. D'accord. Alors, juste quelques informations pratiques pour terminer. Donc, des sites utiles, vous pouvez retrouver l'ensemble des prestations proposées par la CCI qui ne sont pas que des prestations juridiques, évidemment, donc qui concernent votre secteur d'activité, comment vous développer, comment réorganiser votre entreprise, qui sont des prestations qui sont proposées vraiment pour faire face à cette période compliquée de crise ou de fin de crise. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du ministère du Travail. Vous allez trouver le nouveau protocole sanitaire à destination des employeurs qui est sorti le 24, donc hier, et qui est mis à disposition. Vous allez trouver un grand nombre d'informations utiles pour savoir comment organiser le retour de vos salariés ou le maintien de vos salariés dans leur poste afin de leur garantir une plus grande sécurité sanitaire. Nous avons aussi d'autres webinaires qui sont organisés, donc pas par le service juridique, mais par d'autres services de notre CCI. Le prochain a lieu le 1er juillet, concerne intégrer dès maintenant la crise climatique dans vos prises de décision. Le second, c'est le 2 juillet, être performant sur Facebook. Et ensuite, le 8 juillet, je crois, parce que j'arrive pas bien à voir, qui concerne adapter votre entreprise aux nouvelles façons de travailler. Donc, il y a un sujet tout à fait d'actualité. Ensuite, je vous ai mis aussi l'adresse mail du service, donc juridique@alsace.cci.fr dans la conversation pour que vous puissiez nous envoyer vos questions si vous en avez. Ce webinaire sera également en replay voilà, sur le site de la CCI, comme tous nos autres webinaires que nous avons organisés sur les baux commerciaux, sur la force majeure, sur la médiation, entre autres. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Voilà, je pense qu'on a fini l'intervention. Donc, merci pour ceux qui étaient présents. Merci pour ceux qui vont regarder en replay ce webinaire et à bientôt.